Bonjour à tous. Donc Manuel Marquis, je représente Air Rhône-Alpes, qui est l'observatoire de qualité de l'air en Rhône-Alpes, qui est l'association agréée par l'État à cet effet. Et donc je vais vous parler aujourd'hui d'un des critères qu'on a vu juste avant, qui est la qualité de l'air. Donc on a intitulé notre intervention un peu pompeusement peut-être urbanisme et qualité de l'air. Je vous rassure, on ne fera pas le tour de la question aujourd'hui, mais on a quelques éléments intéressants à vous donner. On interviendra à deux voix, puisque mon collègue Camille Rieu fera la deuxième partie de la présentation. Donc moi je vais vous parler essentiellement du contexte. Juste en introduction, deux mots sur l'activité d'Air Rhône-Alpes. Notre métier de base, c'est de brasser de l'air au sens propre, beaucoup d'air, mais au passage on essaye de regarder si la qualité de cet air est conforme à la réglementation. Donc ça c'est la mission de base, surveillance réglementaire de la qualité de l'air. Et puis on va un peu au-delà en développant des axes notamment d'accompagnement des plans et programmes d'action, plans réglementaires qui ont trait à la qualité de l'air ou qui la concernent. Et puis on mène aussi des études d'amélioration de connaissances sur tout ce qui est non réglementaire. Donc on va un peu plus loin en faisant des études sur les composés non réglementés ou les zones, les territoires à approfondir. Et enfin on communique sur tous ces résultats et études pour essayer de fournir des outils d'aide à la décision pour aller dans le sens de l'action. Donc la qualité de l'air, je vais vous brosser un rapide portrait de la qualité de l'air sur le territoire Rhône-Alpes. En introduction, je voulais simplement rappeler quelques petits concepts qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de pollution atmosphérique. En fait, la pollution atmosphérique est multiple, ça veut dire plusieurs choses. À la base, c'est ce qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc c'est les émissions. Ah, le pointeur, voilà. Donc on se situe ici au niveau des sources d'émissions, avec des sources qui peuvent être ponctuelles comme des installations industrielles, surfaciques avec toutes les contributions de l'habitat, ou linéiques avec également le réseau routier. Donc différentes sources qui envoient des polluants dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les émissions de polluants atmosphériques. Donc la pollution, c'est quelque part, c'est d'abord ça, c'est l'introduction de composés nocifs ou susceptibles de nuire à la santé, avec la définition assez large de la santé. Alors que nous, au niveau de la surveillance de la qualité de l'air, on se trouve plutôt à l'autre bout du schéma. Je ne sais pas si je vais y arriver. Déplacer un petit peu, voilà. Au niveau des dépôts, ici, des retombées, en fait, de l'exposition des populations. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir quelle est la qualité de l'air que les personnes respirent. Donc on se situe plutôt au niveau de ce qu'on appelle les émissions. Donc entre les deux, entre l'émission de composés polluants et la qualité de l'air, il se passe tout un tas de choses que vous avez ici au milieu, où interviennent notamment les conditions météo, les réactions chimiques, les conditions de dispersion, etc. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a différentes échelles de pollution qui existent. Et quand on parle de pollution, on peut parler de différentes pollutions. Il y a l'échelle locale, avec les polluants, enfin locale et régionale, avec des polluants qui ont un impact sur la santé. Donc un impact de proximité, c'est lié essentiellement à la durée de vie de ces polluants dans l'air. Durée de vie qui va de quelques jours à quelques semaines en général. Et puis vous avez une pollution plus globale que vous connaissez avec le réchauffement planétaire qui est liée à des composés, les gaz à effet de serre, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue de plusieurs années, voire centaines d'années, enfin une centaine d'années pour le CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, peu importe le lieu d'émission, je dirais, puisque tout ce qui est envoyé à l'atmosphère va participer à ce phénomène global. Donc bien retenir que la pollution, ça dépend de deux paramètres essentiels. C'est l'échelle dans l'espace et puis l'échelle dans le temps. C'est un problème d'échelle spatio-temporelle essentiellement. Et puis avec de nombreux paramètres qui interviennent. Alors là, c'est un schéma qui s'appelle le cycle. Vous allez me dire, c'est pas vraiment un cycle pour l'instant. Donc comment on boucle le cycle? On essaye de le faire de manière un peu vertueuse pour améliorer la qualité de l'air. Donc c'est par des actions. Et les actions, elles partent en fait du diagnostic de l'impact sur la santé, sur l'environnement, etc. Et elles portent essentiellement sur les émissions. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire les émissions de polluants à la source. Et puis on va voir qu'on trouve maintenant un peu aussi des actions à ce niveau-là. C'est ce qu'on essaye de voir vis-à-vis de l'urbanisme. On va en parler un peu plus loin dans la présentation. Voilà. Alors la situation en Rhône-Alpes, vous avez sûrement entendu dire que l'air est pollué en Rhône-Alpes, certes. Il l'est aussi, comme partout dans d'autres grandes agglomérations en Europe, voire un peu moins que dans une certaine partie de l'Europe. Donc on a des émissions qui sont importantes, on a une topographie qui peut être assez défavorable à la dispersion des polluants, mais on n'est pas non plus dans une situation
extrême par rapport à la situation européenne. Simplement, ce contexte pour vous rappeler qu'on a une situation de contentieux vis-à-vis de la réglementation européenne, autrement dit, les niveaux de qualité de l'air en région Rhône-Alpes et en particulier sur les agglomérations de Lyon et Grenoble ne respectent pas aujourd'hui les directives européennes. Donc, un petit bilan rapide sur la situation par rapport à la réglementation en 2011 sur différents polluants. Vous avez une carte ici pour les particules fines, donc PM10, carte d'exposition 2011, par rapport aux critères réglementaires du nombre de dépassements de la moyenne journalière qui est réglementée, puisqu'on a droit à 35 jours par an de dépassement de cette moyenne 50 microgrammes, pour les détails, et donc tout ce qui est rouge dépasse ces 35 jours. Et on estime en 2011 à 34% la population en Rhône-Alpes qui est concernée par ce dépassement. Voilà pour les particules fines. Ensuite, sur le dioxyde d'azote, qui est un polluant, parce que je vous parlais de différents polluants, je n'ai pas redit les caractéristiques de ces polluants, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une notion, on va le voir après, de traceur, c'est-à-dire que le dioxyde d'azote en particulier, la deuxième carte, est très lié à l'activité de transport routier, trafic routier, donc on le retrouve essentiellement le long des axes principaux. Et donc on voit ici que sur la valeur réglementaire moyenne annuelle du dioxyde d'azote, on a cet effet de concentration des impacts à proximité des principaux axes et sur les agglomérations qui concentrent le trafic. Et puis dernier polluant, l'ozone, qui est un polluant, lui, traceur d'une pollution secondaire, qu'on appelle la pollution photochimique. Simplement savoir, c'est que c'est un polluant qui n'est pas émis directement dans l'atmosphère, mais qui se forme par réaction chimique. Donc si vous avez toujours en tête le schéma du début, c'est plutôt un polluant qu'on va retrouver à une échelle plus large, régionale, qui est issu de réactions chimiques dans l'atmosphère et qui concerne du coup une large zone de la région. On voit que le territoire est largement concerné. Par contre, c'est essentiellement les zones rurales pour d'autres raisons de compétition chimique. Et donc on a une population de 35% qui est concernée en 2011. Donc d'où vient cette pollution ? Les émissions de particules fines, PM10, parce que ce que je n'ai pas dit sur le schéma du début, c'est qu'on mesure certes la qualité de l'air, mais on essaye de maîtriser l'ensemble du schéma. Donc maintenant, on a les outils qui nous permettent d'évaluer, de calculer les émissions aussi, et puis de reproduire, tant qu'à faire, le passage des émissions aux concentrations dans l'air ambiant, ce qu'on appelle le processus de modélisation, qui prend en compte tous les paramètres qu'on connaît, et qui permet de rejouer, si vous voulez, la qualité de l'air. C'est ce qui nous permet d'obtenir ces cartes de la qualité de l'air en tout point du territoire. Voilà. Donc les particules fines, issues essentiellement de 3 secteurs, trafic routier de l'ordre de 20%, et puis un tiers industrie qui inclut différentes activités, et notamment tout ce qui est carrière, BTP et chantier, qui sont pour une bonne part dans ces émissions de particules. Et puis le secteur du chauffage, 38%, qui est le premier secteur émetteur de particules fines dans la région en 2011. Enfin, pardon, en 2000, c'est des chiffres qui datent un peu sur les émissions, mais c'est l'état actuel, ça reflète l'état actuel des émissions. Et par contre, sur les émissions d'oxyde d'azote, donc on a une prépondérance plus importante, on a une prépondérance du trafic routier à plus de 2/3 des émissions. Donc on voit ici, ce qu'on peut en dire, autant sur les émissions de particules fines, il faut agir sur plusieurs secteurs si on veut réduire, si on veut améliorer la qualité de l'air, autant sur les oxydes d'azote, on a un secteur qui est largement majoritaire sur lequel doivent porter les actions, et on retrouve ici l'idée de traceur de la pollution liée au trafic. Alors si on zoome encore un petit peu plus, on se retrouve sur l'agglomération de lyonnaise, donc on voit bien le périphérique qu'on évoquait tout à l'heure, avec une des caractéristiques du dioxyde d'azote, c'est que ce polluant, donc très lié à l'activité routière, et c'est logique, concentré le long des axes à forte circulation, mais il y a une décroissance relativement rapide le long de l'axe. On a une pollution qui est maximale sur l'axe, et dès qu'on s'éloigne suffisamment loin d'un axe, en gros une centaine de mètres, à condition de ne pas se rapprocher d'un autre axe évidemment, on retombe à des niveaux qui sont conformes à la réglementation. Voilà, donc les zones de trafic dense, telles que l'agglomération lyonnaise, on voit qu'on a des concentrations et des zones de surexposition, comme on le disait tout à l'heure. Juste, je reviens un petit peu sur mon schéma d'avant. Peut-être certains d'entre vous se demandent qu'est-ce qui est pire. Alors j'attire votre attention sur... bon, on ne peut pas comparer les choux et les carottes, certes, mais les indicateurs qui sont représentés sur ces cartes ne sont pas les mêmes. Autrement dit, vous avez sur la carte à gauche et celle à droite des indicateurs qui sont liés à des épisodes de pollution.
donc des jours dans l'année où les valeurs sont plus élevées, des pics. Or, on sait qu'à l'inverse de la carte du milieu, qui est en moyenne annuelle, on sait au niveau de l'impact sanitaire que l'impact de la pollution chronique moyenne annuelle est plus important. C'est-à-dire que si on réduit le niveau moyen, on gagne plus en termes d'impact sanitaire que si on supprime les pics. Donc attention, encore une fois, je reviens à mon message du début, la pollution est problématique d'échelle géographique et d'échelle de temps, y compris au niveau des indicateurs qu'on présente et des cartes qui peuvent être impressionnantes, mais attention toujours aux indicateurs qu'il y a derrière. Voilà. Comment évolue la situation? Parce que je vous ai brossé un peu le portrait de la situation actuelle. Maintenant, si on regarde un peu en arrière, la tendance d'évolution des niveaux de polluants mesurés dans l'air ambiant est plutôt à la baisse, c'est une bonne nouvelle. On a une baisse importante de certains polluants. Alors ici, on a représenté le dioxyde de soufre, il y en a d'autres, hein, le benzène, le plomb, les hydrocarbures aromatiques, le monoxyde de carbone. Les baisses de ces polluants sont liées à des actions qui ont été prises de régulation au niveau des émissions, et essentiellement évolution de la réglementation. Donc ce n'est pas le fruit du hasard, c'est des politiques qui ont porté leurs fruits. Et on voit que sur les autres polluants, si on n'a pas de politique ambitieuse de réduction, bah la baisse est quand même nettement moins importante et on reste à des niveaux non conformes aujourd'hui à la réglementation. Ce qui est dit ici, voilà. Il faut faire aussi, encore une fois, attention aux échelles de temps et géographiques, parce que ça c'est une tendance au niveau de la région, ça ne reflète pas forcément l'évolution entre les années, ni entre les secteurs géographiques. Sur l'agglomération, sur les agglomérations, on n'aura pas forcément cette même évolution. Mais voilà, on est aujourd'hui dans une situation où ces baisses légères pour, par exemple, les particules fines et le dioxyde d'azote ne suffisent pas à garantir qu'on respecte la réglementation. Donc ça, c'est en regardant dans le rétroviseur, en regardant ce qui va se passer. La bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer à diminuer les émissions, notamment liées au trafic routier, parce que ça, c'est l'évolution prévue des émissions sur l'agglomération lyonnaise. La courbe, c'est en gros le volume total d'émissions liées au trafic routier. Et les petits secteurs colorés que vous avez, en fait, c'est la répartition par type de véhicules suivant la conformité aux normes Euro. Vous savez qu'aujourd'hui, vous savez ou pas, mais les véhicules qui sortent aujourd'hui sont Euro 5, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins émetteurs unitairement que les véhicules neufs qu'on pouvait acheter il y a 10 ans ou 15 ans. Du coup, ça a un effet forcément bénéfique, parce que tout ça, c'est un trafic qui, en plus, augmente légèrement. Ce n'est pas la diminution du trafic qui explique cette baisse d'émissions. C'est vraiment l'amélioration technologique des véhicules. Et le petit bémol, c'est qu'il faut que le temps que le parc se renouvelle, c'est-à-dire que les véhicules neufs aujourd'hui sont performants, mais il faut le temps que le parc soit entièrement constitué, soit renouvelé par ces véhicules neufs. Voilà, mais il y a toujours un mais. Malgré cette baisse des émissions du trafic routier, parce que vous allez me dire, il n'y a qu'à attendre et puis ça va s'améliorer. Bon, d'une part, c'est que le trafic routier qui est représenté là, et puis d'autre part, ça ne va pas forcément aussi vite comme je viens de vous le dire, et on sait aujourd'hui qu'à l'horizon 2015, on garde des personnes, on garde des populations qui sont exposées à des dépassements réglementaires, même en tenant compte de ces améliorations. Alors 2015, c'est relativement court terme, c'est quasiment aujourd'hui, mais c'est une échéance vis-à-vis de la réglementation, notamment sur le contentieux et des objectifs nationaux de baisse des niveaux dans l'air. Si on prolonge la tendance, on sait, on a eu l'occasion de le faire sur certaines études de projets routiers dans cette agglomération, si vous voyez ce que je veux évoquer, et on voit qu'en 2030, on peut aussi garder des zones de surémission, donc surexposition des populations, malgré l'amélioration technologique. Voilà un peu les constats. Donc pour revenir à quelque chose d'un peu plus conceptuel, pour résumer un peu mon propos et faire la transition avec la deuxième partie, on a une situation actuelle de pollution atmosphérique avec des dépassements récurrents des seuils réglementaires pour la santé humaine. Je n'ai pas trop insisté sur l'aspect santé. La pollution tue. Aujourd'hui, la pollution atmosphérique a un impact important. On sait que c'est de l'ordre de 42 000 décès anticipés. Alors, la notion de décès anticipé, on pourrait en discuter aussi. Mais voilà, il y a un réel impact sanitaire qui est avéré, qui est documenté, et puis qu'on sait même maintenant chiffrer en termes d'impact monétaire. Aujourd'hui, c'est entre 20 et 30 milliards d'euros par an en France, les coûts directs et indirects de la pollution atmosphérique, estimés par le Commissariat général au développement durable. Donc, ramené par habitant, c'est 400 à 500 euros par an et par habitant. Pour vous donner un ordre de grandeur,
on est dans cette situation. Et puis on a un risque de condamnation donc imminent par l'Union européenne. Donc là, ça veut dire plusieurs centaines de millions d'euros pour l'État français du fait qu'on ne respecte pas la réglementation européenne. Voilà, donc ça, maintenant, il faut agir. Et donc mon collègue va vous parler un peu des leviers d'action. Merci. Bonjour. Donc on va parler maintenant de la relation entre urbanisme et qualité de l'air. Donc on l'a vu dans certaines des cartes qui ont été présentées, quand on les regarde de loin, elles sont bleues, et puis quand on zoome sur les agglomérations, elles deviennent rouges et noires. Donc il y a véritablement quelque chose à creuser du côté du lien entre air et ville. Alors je vais aborder 2 points essentiellement. Le premier point, c'est le suivant. En gros, on va montrer que la ville produit de l'exposition à la pollution atmosphérique, et ça, pratiquement, c'est dans son ADN. Alors ça, c'est le constat. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a dans l'urbanisme des éléments de maîtrise de cette exposition. Et donc ça, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut jouer sur l'urbanisme pour réduire l'exposition. Et puis deuxièmement, je vais présenter un outil qu'Aéronal va mettre à disposition en 2013, qu'on a baptisé carte stratégique, et qui est un outil d'aide à la décision qui permet justement de prendre en compte des éléments de qualité de l'air dans le développement de l'urbanisme. Alors, donc les principales agglomérations sont déjà très denses. Bon, ça, c'est une vue aérienne de Lyon. Il n'y a pas photo, c'est très très dense. On a pris l'habitude dans nos agglomérations de faire passer des VRU, certaines à plus de 100 000 véhicules par jour. Donc clairement, ça ne va pas sans poser quelques difficultés. Et puis on continue à densifier les agglomérations, alors par un certain nombre de mécanismes, mais ça c'est une démarche qui est en route, et donc la ville se densifie et on construit la ville sur la ville. Alors évidemment ça a de grands intérêts, enfin densifier la ville c'est intéressant, mais les services, les emplois, les logements, tout ça sur un très petit périmètre. Ça permet de gagner des transports, donc on gagne des kilomètres parcourus, ça veut dire qu'on gagne des émissions de CO2, ça c'est très bien pour le climat. Et c'est bien aussi pour la pollution atmosphérique, parce que moins de transport, ça veut aussi dire moins d'émissions de polluants atmosphériques. Donc densifier la ville, c'est très bien, ça permet de générer moins de besoins en transport. Le problème, c'est que la ville dense, intrinsèquement, produit de l'exposition à la pollution atmosphérique. Alors on va discuter un petit peu cette question-là. Je vous laisse admirer la rigueur scientifique de la présentation, mais en gros, ça c'est le cœur de l'agglomération avec des immeubles, des gens, beaucoup de trafic. Ça c'est le milieu périurbain avec des voitures pour aller du périurbain au centre de la ville, et puis le milieu rural. Alors, oui, alors ils ont moins de voitures, enfin ils l'utilisent moins. Au total, ça fait moins d'émissions, c'est ça que ça veut dire. Donc alors, quel est le problème avec la ville? Alors, en gros, la première chose, c'est qu'en ville, on émet beaucoup plus de polluants, parce qu'il y a plus de trafic, il y a aussi les émissions du chauffage, donc on émet beaucoup de polluants localement. Et à ces polluants qu'on émet localement viennent s'ajouter les polluants qui sont émis dans le milieu périurbain et dans le milieu rural. C'est-à-dire que les particules en suspension que vous respirez quand vous êtes dans le centre-ville, elles viennent certes des voitures qui ont circulé dans le centre-ville, mais elles viennent aussi du chauffage au bois du chauffage au bois du milieu périurbain, voire du chauffage au bois du milieu rural. Donc c'est bien dans le centre-ville qu'on va récupérer les niveaux de polluants les plus élevés pour ces 2 raisons-là. Donc dans le centre-ville, il y a un maximum des niveaux très élevés de pollution atmosphérique. En ville, il y a un facteur aggravant qui est lié à la génération de rues canyons. Une rue canyon, c'est faire passer une rue entre 2 rangées d'immeubles. Localement, ça dégrade très fortement les conditions de dispersion. Les polluants vont s'accumuler dans la rue canyon, et donc on va avoir des niveaux de polluants qui vont être encore plus élevés. Donc c'est ça qui explique qu'en gros, la carte dans les agglomérations est rouge, et pourquoi en dehors des agglomérations, la carte de qualité de l'air, elle est plutôt verte ou bleue. Et enfin, pour boucler la boucle, évidemment, pourquoi il y a de l'exposition de la population en ville? C'est parce qu'il y a de la pollution, mais c'est aussi parce que c'est là qu'il y a le maximum de gens. Évidemment, s'il y avait de la pollution sans personne, ça ne poserait pas véritablement de problème. Donc ça, c'est notre modèle conceptuel de ville à Aéronal, on est à peu près à ce niveau de résolution. Et maintenant, on va discuter de quels sont les leviers finalement pour essayer de réduire
l'exposition de la population à la pollution atmosphérique. Alors, le premier levier, Manuel en a parlé tout à l'heure. La première chose à faire, c'est essayer de réduire globalement les émissions de polluants. Ça veut dire gagner des émissions sur le chauffage au bois, gagner des émissions sur le chauffage urbain, gagner des émissions sur les transports. Et tout ça, globalement, ça va permettre de faire baisser les niveaux de pollution atmosphérique. Donc ça, c'est le premier levier. C'est mis en œuvre dans le cadre des PPA. Évidemment, ça fonctionne. Le problème, c'est que même une fois qu'on a réduit très fortement les émissions, il reste des points focaux. On a abordé la question tout à l'heure, des points noirs focaux qu'on n'arrive pas à résoudre, qui sont résiduels et qu'il faut réussir à traiter par d'autres moyens que simplement la réduction globale des émissions. Et c'est là qu'entre en jeu la question de la maîtrise de l'urbanisme. Alors, si on raisonne aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire, il y a des points noirs notamment en bordure de voirie, parfois c'est des linéaires noirs ou des zones noires. Enfin, en gros, dans les centres-villes et en bordure des grandes voiries, il y a encore une très forte exposition à la pollution atmosphérique. Alors là, du point de vue de l'urbanisme, il y a deux leviers qui permettent de maîtriser l'exposition de la population. Le premier levier, c'est de jouer sur la localisation des populations et notamment des populations sensibles. Si on prend un cas théorique, on est à Perrache, à l'entrée du tunnel de Fourvière. S'il y a une crèche qui est là-bas, on ne va pas pouvoir faire grand-chose d'autre que déplacer la crèche pour sauver les enfants. Là, on a peu d'autres leviers. Donc on peut jouer sur la localisation des établissements sensibles. C'est un premier point. Deuxièmement, on peut essayer de jouer sur les émissions locales par des aménagements ponctuels. C'est-à-dire que si on a une rue avec une clinique, une école et une crèche, on peut essayer d'imaginer quel autre plan de circulation on peut produire pour déplacer les émissions et faire que et restaurer une qualité de l'air convenable dans la rue et déporter les émissions de polluants. Donc ça, en gros, c'est les deux leviers qu'on peut utiliser pour traiter les points noirs qui existent. Et maintenant, si on se met dans un point de vue un peu plus prospectif et qu'on essaye de construire la ville de demain, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose à faire, c'est de ne pas implanter des populations, et notamment des populations sensibles, dans des zones qui ont déjà une qualité de l'air qui est très très dégradée. Et ça, c'est pas anecdotique, c'est-à-dire que régulièrement, dans les agglomérations, il y a des nouveaux projets en bordure de VRU, dans les interstices. C'est-à-dire qu'en gros, les réserves foncières dans les agglomérations, elles sont souvent dans des zones qui sont très dégradées du point de vue de la qualité de l'air, notamment en bordure de VRU. Et tous les jours, il émerge des nouveaux projets en bordure de VRU. Alors nous, on vient nous voir, les communes nous disent, bon, ben, on va faire un bâtiment ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on ne va pas déplacer le bâtiment, de toute façon, tout est fixé. Alors bon, là, on n'a plus grand-chose à faire. Le point de départ, c'est quand même bien d'essayer de réfléchir à la localisation des nouveaux bâtiments et essayer de ne pas implanter directement des populations dans les zones rouges de la carte. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi de réfléchir dans les zones qui sont préservées du point de vue de la qualité de l'air à ne pas introduire des nouvelles émissions pour ne pas produire automatiquement une nouvelle exposition de la population. Et enfin, la dernière couche, c'est une couche mesure technique, c'est-à-dire qu'on peut aussi travailler à l'optimisation des bâtiments en réfléchissant à la position des prises d'air, à leur orientation, au fait qu'on puisse mettre des barrières physiques, des merlons, des barrières phoniques ou bien couvrir les voiries. Enfin, tout ça, ça existe, mais au fond, la réflexion en première approche, c'est quand même bien de réfléchir sur la localisation de la population et puis ensuite de réfléchir à ces mesures techniques qui sont vraiment des mesures d'adaptation et d'optimisation des projets. Donc voilà, donc ça c'était pour fixer un peu le cadre général et maintenant je vais vous présenter un outil d'aide à la décision qu'on va diffuser à partir de 2013, donc on l'a baptisé carte stratégique Air. Donc l'objectif de la carte stratégique Air, ben, c'est un petit peu ce que je viens de présenter, c'est-à-dire que le premier objectif, c'est de donner des éléments d'aide à la décision qui permettent de réserver les points noirs de la qualité de l'air aujourd'hui. Et l'autre objectif, c'est d'essayer de se projeter demain et de donner des éléments d'aide à la décision qui permettent de ne pas générer de nouveaux points noirs et aussi qui permettent de préserver des zones de très bonne qualité dans l'espace urbain. On l'a abordé un petit peu à plusieurs reprises aujourd'hui. On a vu que ça, c'est quand même un élément important du cadre de vie. Alors, quelle forme va prendre cet outil? Ben, il y a en fait deux éléments. Le premier élément, c'est la carte stratégique elle-même, qui est une cartographie de qualité de l'air, qui est simple et qui permet d'établir un diagnostic. Alors, quand je dis simple,
On la verra un peu plus en détail, mais c'est une cartographie qui est gradée en 5 niveaux. Il y a du vert, il y a de l'orange, du rouge et du noir. Ça donne une idée de l'échelle de qualité de l'air. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une description d'une année particulière, d'une météo particulière, de PM10, de NO2. C'est une échelle qui est directement codée en qualité de l'air, qui est simple et qui est intelligible par tout le monde. Et associé à cette carte stratégique, sera mis à disposition un guide de recommandation qui dira si j'ai un projet de bâtiment dans le rouge, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est vraiment un diptyque et qui devra se lire ensemble. Et donc c'est un outil qui sera mis à disposition de qui? À disposition de ceux qui construisent la ville, c'est-à-dire essentiellement les collectivités, de ceux qui donnent leur avis sur la manière dont la ville se construit, c'est les services de l'État, et puis aussi ceux qui habitent, c'est-à-dire que c'est important de mettre à disposition du grand public ces éléments pour pouvoir pratiquer la ville d'une manière éclairée. Alors voilà, la carte stratégique aura à peu près cette allure-là, donc codée en couleurs de vert vers noir, un niveau de qualité de l'air. Sont représentés en jaune assuré les bâtiments sensibles, c'est-à-dire que si on doit prioriser la mise en œuvre de mesures d'urbanisme, il faut probablement traiter de manière prioritaire les bâtiments qui reçoivent un public sensible. Alors on peut identifier trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment sensible, il est assuré jaune, et en plus il est noir, c'est-à-dire qu'il est dans une situation vis-à-vis de la qualité de l'air qui est critique. Donc c'est le cas de la crèche qu'on citait tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Celui-là, il faut imaginer une solution pour sortir ce bâtiment de cette situation-là. Deuxième cas de figure, on a quelques bâtiments recevant un public sensible qui sont ici, qui sont en limite de zone rouge. C'est-à-dire que pour l'instant, la situation n'est pas forcément critique. Mais si on met un centre commercial ici qui va drainer à nouveau du trafic, on va dégrader la qualité de l'air dans cette zone et automatiquement on va produire de l'exposition sur ces bâtiments sensibles. Donc il faut aussi réfléchir à la manière dont on implante des nouvelles émissions. Et enfin, troisième cas, une commune a un projet de bâtiment ici, on regarde la carte, le bâtiment tombe directement en zone rouge, donc là il faut essayer de réfléchir un peu plus loin à la manière dont on peut aménager le projet, potentiellement revoir son orientation, l'implanter plus loin. Voilà, donc 3 cas de figure, très très concret, un outil qui est très lisible, qui est ultra simple d'utilisation, et en face de cet outil de diagnostic cartographique, un guide de recommandation qui permet de décrire les pistes d'évolution. Et donc cette carte stratégique, elle sera mise à disposition, donc on l'a vu pratiquement de tous, à travers une interface qui est un WebSIG, c'est-à-dire qu'on pourra se connecter sur le web aussi, télécharger la carte, les images et aussi les données à un format SIG, de manière à ce que les collectivités ou les services de l'État puissent intégrer dans leur propre SIG et dans leur propre projet des données liées à la qualité de l'air et ainsi essayer d'aménager leur projet. Et donc pour conclure, donc ce que j'ai dit en introduction finalement, c'est-à-dire que par nature la ville cumule une forte pollution atmosphérique et une forte densité de population, c'est-à-dire que par nature elle va produire de l'exposition à la pollution atmosphérique et de l'impact sanitaire. Heureusement, l'urbanisme est une des clés de maîtrise de cette exposition, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de leviers dans l'urbanisme qui permettent de maîtriser l'exposition. Et donc enfin, voilà, donc on a une piste, un outil qui permet d'inscrire la qualité de l'air dans les démarches d'urbanisme. Et donc c'est ça qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Merci.